On va essayer d'être droit au but, pour être fidèle à la ville qui nous accueille. Comme vous pouvez le voir, c'est une étude de cas pratique sur un audit SEO, mais on va essayer d'être un peu plus pragmatique que ça. Pour la présentation, je m'appelle David Bardi, je suis consultant senior, SEO senior au sein de l'agence 410 Gone. Et moi c'est Cyril, ils mettent systématiquement Sissou qui est mon surnom. Et je suis lead dev chez 410 aussi. Et vous avez peut-être connu les modules Teamever qui tournent encore un peu sur GitHub, etc. Voilà pour la présentation. Donc l'idée de cette présentation, c'est essayer surtout de vous montrer, ça aurait pu s'appeler comment un audit SEO suivi de mise en place et de préco a permis à une belle PME de faire une belle augmentation de CA en 2024. Du coup, on va commencer. Ah, les retardataires. Alors, le cas qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le cas du site monéchafaudage.com. Je te laisse. Juste que tu... Voilà. Donc la version actuelle, si tu me dis, tu ne me contredis pas Cyril, c'est une 7.8.3. Ouais, c'est ça. C'est ça. À l'origine, mon échafaudage, c'est un des sites d'une PME lyonnaise, mais qui était un petit peu pas le vilain petit canard, mais qui était un peu le parent pauvre du groupe, celui qui faisait le moins de chiffre d'affaires. Et quand on l'a récupéré, avant l'audit, qui avait un trafic qui était vraiment stagnant, alors qui n'était pas en décroissance non plus, mais qui était plutôt stable sur les 12 derniers mois. Et la suite, à ce moment-là, un audit SEO a été commandé et livré en mars 2023. Donc l'idée après, c'est de vous présenter, alors pas non plus en détail, ce qu'il y a dans un audit SEO, parce que chaque agence a un petit peu sa recette, même si on connaît à peu près tous les ingrédients, mais de faire des focus sur des points précis. Et l'idée, c'est de vous montrer surtout pourquoi, à notre sens, ces points précis ont permis justement d'obtenir des gains de trafic importants. Alors, un petit rappel sur ce qu'on appelle le triptyque, le fameux triptyque SEO, contenu technique, contenu, popularité. Alors, c'est forcément ces trois piliers du SEO qu'on retrouve dans un audit au sein de notre agence. Vient se greffer de plus en plus un quatrième pilier qui est l'UX, qui a une importance de plus en plus croissante sur les performances SEO d'un site. Donc le premier des quatre piliers, c'est la technique, c'est le socle du bas. C'est concrètement, est-ce que le site, l'audit va essayer de répondre, est-ce qu'il n'y a pas de frein sur le site actuel qui peuvent freiner sa croissance, empêcher son indexation, ralentir le crawl par Google, tous les freins qui vont nous gêner dans une stratégie SEO. Le deuxième pilier, c'est un de ceux qui a connu la plus forte croissance ces dernières années, c'est le contenu. Donc c'est la substantifique moelle d'un site internet. C'est son contenu, c'est sa sémantique, la richesse, son degré d'expertise, etc. Et enfin, le troisième pilier, c'est surtout un pilier qui est hérité de Google et de la spécificité des algos de Google qui accordent une importance particulière au lien dans le calcul de l'autorité d'une page, de la popularité d'une page. Alors, pour faire un parallèle, c'est un peu comme si vous décidiez de faire le Paris-Dakar. Si vous décidez d'y aller avec une 4L un peu vieille, qui a des pneus dégonflés, des amortisseurs un peu limites, ça risque d'être compliqué d'aller au bout de la course. Le contenu, ça pourrait être l'essence, la stratégie que vous allez employer, la stratégie de course, le savoir-faire, l'expérience que vous allez mettre dans cette course-là, et l'autorité, ça peut être quelque part le sponsoring, l'argent que vous allez mettre pour mettre en place des moyens, un backup, etc. Donc voilà, c'est les quatre piliers qu'on retrouve dans un audit
au sein de l'agence 410 God. Et on va faire des focus sur des points particuliers de ces piliers-là. Je te laisse avancer, s'il te plaît. Alors une petite checklist assez rapide sur l'audit technique. Hein. L'idée, c'est pas de vous pondre les 30 slides qui sont dans nos audits techniques. Ce qui est important de noter, c'est que par exemple, ce qu'on fait en général dans nos premiers slides, c'est qu'on essaye de sensibiliser nos clients sur déjà la sécurisation de leur nom de domaine. Il arrive encore fréquemment qu'on s'aperçoive qu'un client a son nom de domaine principal qui va expirer dans 2 mois, ce qui peut être quand même plus que problématique dans le cadre d'une activité e-commerce. Toute la partie également certificat SSL, en tête HTTP, qui peuvent poser quelques problèmes de sécurité. Donc voilà, après vous avez les traditionnels préco sur le robot TXT, sur le sitemap, la web performance, la crawlabilité, etc. Donc là, vraiment, on va vraiment faire une checklist pour vérifier qu'on n'a pas de problème majeur qui pourrait nous freiner dans notre stratégie SEO. Voilà, ici vous avez un graphe qui représente, on verra, on fera un petit focus justement là-dessus, parce que c'est une des raisons du succès du site Mon Échafaudage. C'est un calcul sur la distribution du PageRank interne à l'intérieur du site. Là, ici, vous voyez une structure qui est un peu idéale sur un site classique ou un site e-commerce, où vous avez au centre, ça peut être une home page ou une autre page stratégique du site, et vous voyez tout autour une constellation de grosses pages qui absorbent beaucoup de PageRank et auxquelles nous, on essaie de donner une importance qui est en adéquation avec la stratégie du site. Voilà. Parmi les quick wins qu'on a mis en place sur ce site, c'est la mise en place de l'obfuscation sur tous les liens de navigation. On verra en particulier avec ce que présentera Cyril d'un point de vue technique, mais ça a été un des facteurs clés de succès de ce site. Alors la partie contenu sémantique, une petite checklist aussi rapide. Parmi les quick wins, quelque chose sur lequel moi je vous encourage déjà à vous intéresser, si ce n'est pas déjà le cas, c'est la partie données structurées, schéma et Open Graph, en particulier la partie schéma, qui peut être plus ou moins bien implémentée sur les sites, et qui est quelque chose d'assez facile à mettre en place, alors qu'il ne va pas non plus donner des résultats directs, hein, c'est pas ce qui va vous faire exploser le trafic, mais ça fait partie de toutes les choses qu'on peut mettre en place qui va permettre à Google de mieux comprendre le contenu de votre page. Et tout ce qu'on va mettre en place pour aider Google a gagné du temps dans sa compréhension, dans son analyse d'une page et d'un site en règle générale, aura nécessairement à un moment donné des impacts positifs, des retombées positives sur le trafic. Donc bien sûr, vous avez aussi le traditionnel balise méta, balise HN, le maillage interne qui est un très très gros pan du travail qu'on fait au quotidien sur les sites de nos clients. La partie également optimisation sémantique, qui est aussi un gros travail. Le content gap, on va essayer d'aller regarder, faire une analyse concurrentielle sur des clients proches, par exemple, dans le cas de Mon Échafaudage, on peut aller regarder des clients qui ressemblent le plus à ce site-là, essayer de regarder sur quelle page, sur quelle thématique ils ont du trafic organique de plus, enfin, ils ont vraiment des avantages que notre client n'arrive pas encore à bien exploiter. Et également aussi la partie duplicate content, qui est peut-être un peu plus classique sur un site e-commerce et un peu moins problématique. Voilà, ici vous avez un petit exemple d'analyse de la structure de balise HN sur une page. En l'occurrence, bon, ça c'est la home page. Et ce que j'essaye souvent de faire avec mes clients, souvent lors de phases d'accompagnement, je leur dis, bon bah voilà, imaginez que cette structure représente vraiment, vous devez montrer cette structure à quelqu'un qui ne connaît pas le site. Est-ce qu'au travers de la structure des balises HN, il comprend exactement ce que vous faites? Si vous arrivez à répondre à oui, c'est que le travail a été bien fait. Si on voit qu'il y a encore des incompréhensions, une hiérarchie qui n'est pas claire, il y aura encore un travail à faire de ce côté-là. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on intègre dans nos audits. Voilà. On viendra aussi là-dessus, hein, il y aura un focus sur la partie optimisation sémantique et maillage interne. La partie off-site, donc le troisième pilier, le pilier popularité, où ici on va regarder
les grands KPI, hein, donc le Trust Flow, le Citation Flow, pour citer que, et d'autres, hein, il y a beaucoup plus. Nous, on a notre petite grille qui va nous permettre vraiment de nous faire une bonne idée des métriques sur la popularité d'une page et d'un site. On va regarder également la distribution des encres. Qu'est-ce que ça veut dire, clairement, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ça? C'est est-ce que dans les liens que vous obtenez à l'extérieur, on peut éventuellement détecter assez rapidement, on va dire, une velléité de manipuler l'algorithme. Imaginons que vous vendez comme le cas de nos clients qui vendent des échafaudages. Si sur les 100 liens que vous en avez 80 sur le mot-clé échafaudage, ça risque de poser quand même pas mal de problèmes vis-à-vis de Google si ce n'est pas déjà le cas. Donc on va essayer de regarder, voir si la distribution elle est la plus naturelle possible sur le web. Et bien sûr, regarder aussi la partie analyse concurrentielle en essayant d'aller regarder les stratégies qui ont été mises en place par les concurrents, les efforts, le budget qui a éventuellement été mis en place pour acquérir des liens externes sur tel ou tel mot-clé. Bon, ici, on voit le cas d'un mot-clé qui est assez stratégique pour nos clients, qui est le mot-clé échafaudage roulant. Et donc, on va regarder précisément le nombre de domaines qui pointent vers une page et regarder, même aller un peu plus loin que ça, regarder sur quel site il va obtenir des liens. Voilà. Là, ça fait partie aussi des choses qui ont permis on le verra hein, sur une courbe, donc on a mis en place une stratégie de netlinking ciblée avec des thématiques particulières qui ont permis vraiment au site de franchir un cap dans sa notoriété. Alors l'audit, c'est un peu le fil directeur de toute cette présentation, c'est de dire oui mais c'est bien de faire un audit, de donner toute une liste de préconisations, de soulever des problématiques, mais si cet audit il n'est pas suivi d'une mise en place et d'actions concrètes, c'est comme si vous alliez chez le médecin, vous dites docteur j'ai mal, il va vous donner une liste de symptômes, et puis ça va s'arrêter là, en fait, ça ne va vous servir à rien si vous n'avez pas un traitement, un suivi particulier derrière. Avec l'audit SEO, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est que ce ne soit pas une coquille vide et que derrière, il y a vraiment des choses précises qui se mettent en place. En ce qui nous concerne, donc pour nous, un audit doit être suivi d'action. C'est pour ça qu'à chaque audit, nous, on remet un rétro-planning avec une liste de tâches classées par priorité. Et l'idée, c'est de pouvoir aux clients, hein, si tant est que nous, on ne l'aide pas sur la mise en place de ces actions, bon, ce qui n'est pas le cas, parce que sur mon échafaudage, Cyril travaille également en collaboration étroite avec la cliente. Et donc voilà, toutes ces tâches sont priorisées et chaque aussi tâche est validée aussi en amont avec le client. L'idée, c'est pas non plus de lui imposer des choses pour lesquelles peut-être il n'a pas la ressource ou il estime qu'il n'y a pas de degré d'urgence. Mais une fois que c'est validé, chaque préco devient un ticket qui peut être également suivi par la team dev. Alors la partie bilan, ici vous voyez, c'est la courbe, hein, c'est une estimation, hein, ce ne sont pas les chiffres du trafic réel du site monéchafaudage.com. Donc c'est une estimation Ahref, on voit clairement qu'il y a, on a vu là, sur les 6 derniers mois surtout une augmentation spectaculaire du trafic. Si tu peux aller un peu plus loin. Et l'idée c'est de vous montrer justement, date à l'appui, les actions qu'on a mises en place suite à la livraison de l'audit. Donc l'audit a été livré en mars-avril 2023. C'est à ce moment-là que le travail d'optimisation sémantique a commencé. On a commencé à optimiser les métatitles, c'est un peu le classique sur un site e-commerce, mais pas que. On a retravaillé aussi tout le contenu, le chapeau, les descriptions des principales pages catégories et sous-catégories. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc plus 114% de trafic Google, ce qui est assez impressionnant, mais ce qui l'est encore plus, c'est le chiffre d'affaires, l'augmentation de chiffre d'affaires sur le premier semestre 2024, tout en sachant qu'on n'est pas dans un contexte qui est très favorable au bâtiment, avec la crise immobilière, etc. Mon échafaudage a principalement des clients qui sont des professionnels, qui dépendent beaucoup justement des constructions de maisons, des rénovations, etc. Et tout en sachant ça, c'est le meilleur trimestre historique du site. Alors là, on va voir un petit peu en détail, à notre sens, pourquoi on a réussi, enfin comment on a pu obtenir justement une telle augmentation de trafic.
Un petit point qui peut être un peu compliqué, mais que je vais essayer vraiment de simplifier au maximum, c'est un des algos, un des modèles un peu fondamentaux de Google qui s'appelle le modèle du surfeur raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Google essaye au travers de ce modèle, de modéliser le comportement d'un internaute sur une page quand il est en face d'un lien. Et il y a tout un ensemble de critères qui vont faire que ce lien aura une importance en fonction de, par exemple, de la taille de la police, la couleur, aussi également le contraste vis-à-vis du background, sa position dans la page, sachant que plus un lien va être en amont du code HTML et donc surtout ce qu'on appelle au-dessus de la ligne de flottaison, plus il va être important. On va regarder également le nombre de mots précis dans l'encre, la thématique transmise, l'adéquation entre l'encre du lien et la thématique de la page de destination, le contexte sémantique, etc. Aujourd'hui, c'est une des marottes chez nous, chez 410 Gone. C'est le plus gros quick win, ce qui permet d'obtenir le plus rapidement possible des résultats, surtout quand c'est mis en place en même temps que l'obfuscation, comme vous allez le voir juste après. Ici, on voyait un petit peu sur le schéma les endroits où était placé le lien dans la page et l'importance que ça a d'un point de vue importance des liens. Donc l'obfuscation, qui a été aussi un des gros chantiers mis en place sur le site Mon Échafaudage. L'idée, au travers de l'obfuscation, c'est essayer d'avoir une corrélation entre la structure qui est vue par Google, par les bots de Google, et vos objectifs commerciaux. Je vais donner l'exemple le plus concret, qu'on retrouve encore assez fréquemment sur des sites de nos clients. C'est la page mention légale qui obtient un PageRank interne qui est en général dans le top 5, le top 10, si ce n'est pas plus, des sites. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que c'est souvent une page qui a un lien sur l'ensemble des pages du site. Et pour Google, si une page en interne a beaucoup de liens, c'est qu'elle a beaucoup d'importance. Et donc au final, on sait très bien que la page mention légale n'a pas beaucoup d'importance. Ce n'est pas une money page au sens où elle va permettre de transformer des prospects en clients et de générer du chiffre d'affaires. Donc nous, ce qu'on essaie de faire au travers de l'obfuscation, c'est de réaligner les planètes entre la structure telle qu'elle est vue par Google et par ses bots et les objectifs commerciaux. Donc l'idée, c'est d'avoir des espèces de silos thématiques. Alors vous avez peut-être entendu parler du concept de cocon sémantique. L'idée, c'est d'avoir des thématiques qui soient les plus étanches possibles, ou par exemple, si je suis sur la thématique échafaudage, je ne vais pas avoir des liens qui vont m'emmener sur des catégories de produits qui seraient un petit peu, je ne sais pas, brouettes par exemple, qui n'ont pas grand-chose à voir, même si on peut toujours trouver un lien. Donc vraiment, avoir une étanchéité par silo sur le site. Voilà, c'est la petite phrase que je citais tout à l'heure, si tu peux revenir en avant. C'est une citation officielle de Google qui montre que pour lui, si une page a beaucoup de liens sur un site, c'est qu'elle a beaucoup d'importance. C'est forcément une importance qui se retrouvera aussi sur les résultats de recherche. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Cyril. Oui, tu as beaucoup parlé en plus. L'obfuscation, déjà, il faut savoir que ça a déjà été évoqué sur un Friends of PrestaShop Day par Christophe Vidal. Moi, c'est à ce moment-là que j'avais découvert ce que c'était que l'obfuscation. Il avait également évoqué les silos, j'avais absolument rien compris. Donc l'obfuscation, on va gérer ça en JavaScript. Donc on va planquer des liens, on va les décoder en JavaScript pour rediriger l'internaute vers la page qu'il a désirée. Sachant que Google sera dans l'incapacité de comprendre qu'il y a un lien à ce niveau-là. Donc pour ça, on va passer entièrement en JavaScript. Donc j'ai mis une partie du code parce qu'il y en avait un peu plus que ça, sachant qu'avec ce code JavaScript, il faut arriver quand même à préserver l'UX, c'est-à-dire le contrôle-clic, le clic de la molette, etc. Le seul point bloquant sur lequel on tombe, c'est le clic droit de la souris, on perd le menu contextuel. Et donc là, on va déterminer un attribut data target qu'on va détecter en JavaScript, qu'on va décoder, donc c'est un base 64, on le décode, et selon plusieurs critères,
on va ouvrir dans un nouvel onglet ou directement renvoyer l'internaute vers la page désirée. L'objectif, c'est vraiment que ça soit le plus transparent possible pour l'internaute et le plus masqué possible pour Google, en fait. Donc le target est vraiment important parce qu'on a souvent eu des retours de clients qui nous disaient « moi je veux ouvrir dans un nouvel onglet, ça ne marche pas ». Donc d'où la détection qui est vraiment importante en fait du contrôle-clic, du target blanc qu'on peut également passer en attribut, détecter en fait directement dans le fichier JavaScript et traiter le maximum de cas possible. Alors, j'aime pas vraiment le JavaScript et je suis pas non plus très fan de devoir mettre dans le Smarty en fait de l'encodage en base 64 pour une raison simple, c'est qu'on est obligé de faire de l'obfuscation dans un thème et la refaire la fois d'après. Et pareillement, on peut retrouver aussi des erreurs de la part d'un intégrateur qui n'a pas fait attention. Donc en fait, ce que j'ai mis en place, c'est qu'il y a sur PrestaShop le hook HTML output before, en fait un hook sur lequel on peut interagir sur le DOM HTML. Et on enregistre en base de données toute une liste de liens sur lesquels on va dire je veux obfusquer absolument ce lien-là sur telle page ou telle page ou telle page, etc. Donc, dans le hook de PrestaShop, on va faire un try catch pour être sûr de ne pas tout planter. Et on regarde dans tous les patterns des liens qu'on a dans la page, est-ce qu'il y en a qui répondent justement à cette URL-là qu'il faut obfusquer. Et si un lien correspond, on le transforme en base 64, on lui ajoute le data opfling ou data href, appelez-le comme vous voulez, et on remplace le ahref par justement ce lien obfusqué pour que directement il soit impacté dans la page. L'avantage, c'est que là, on automatise les choses, on peut directement avoir une interface d'administration et ça permet de gérer n'importe quel lien à obfusquer n'importe où sur n'importe quelle page, selon n'importe quel contexte de page. Et donc là, c'est ce qu'on peut également faire dans les templates. Ce qui est recommandé lorsque un intégrateur doit intervenir, c'est selon le contexte de page, donc ici une page index, on va traiter le lien d'une manière différente des autres pages en fait. Donc on détecte très bien avec $page, page name en Smarty en fait, les différents types de pages sur lesquelles on est. On peut donc contextualiser, comme il disait David, les emplacements sur lesquels on va obfusquer les liens. Donc on peut le faire en PHP, en Smarty pour ceux qui ne maîtrisent pas le PHP, et on aura toujours le même script JavaScript qui lui va décrypter et rediriger l'internaute selon le contexte qu'on aura déterminé dans le code HTML. On peut bien évidemment rajouter des URL off, data off, etc. ou des classes HTML pour, si besoin, réadapter le design qui était appliqué sur le lien en fait. Juste un petit point sur l'obfuscation pour ceux ou celles qui peut-être se poseraient la question. Ce n'est pas une technique qui est interdite par Google. Ce que Google surtout interdit, c'est de berner l'utilisateur, c'est de lui faire faire des choses auxquelles il ne s'attend pas. Donc tout ce qu'on fait simplement, c'est simplement lui cacher un lien et lui éviter qu'il le parcourt. C'est la seule chose, mais le lien reste bien actif pour l'utilisateur, avec le même comportement. On n'y voit que du feu. Exactement. Comme je l'ai cité précédemment, le maillage interne, à mon sens, c'est aussi voilà, un des 3 piliers qui expliquent les bonnes performances de ce site. L'idée, c'est, au travers du lien, toujours pareil, de faciliter la compréhension de Google, à la fois du contenu d'une page, mais aussi des relations entre les pages. C'est encore plus important aujourd'hui. Un récent article sur un portail SEO américain très connu qui s'appelle Search Engine Land nous dit que Google envisage de plus en plus de réduire la voilure d'un point de vue crawlabilité. Ça coûte cher à Google de crawler des pages. Ce qu'ils veulent, c'est économiser de l'argent. Et donc, pour essayer d'économiser de l'argent, ils vont essayer de se diriger vers les pages les plus qualitatives. Et le maillage interne, quand il est bien fait, permet aussi à Google de gagner du temps justement dans ce crawler. Tout ce qui va permettre de gagner du temps à Google va lui permettre de gagner de l'argent. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire, surtout sur ce site, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle l'ajout de liens structurels. Ces liens structurels, c'est quoi? Ce sont des liens qu'on va insérer directement dans le chapeau de la description d'une catégorie, des liens choisis surtout pour leur proximité sémantique. Par exemple, je suis sur la page échafaudage, je vais faire des liens vers les pages filles les plus proches sémantiquement, celles que d'ailleurs même Google reconnaît comme étant proches, par exemple l'échafaudage roulant, échafaudage fixe. Et on va faire ça pour chacune des pages, respecter une espèce de hiérarchie, de filiation entre les pages.
Et la place de ces liens, elle est hyper importante parce que justement, on va les mettre le plus haut possible dans le code pour toujours faciliter le travail de Google, ce qui nous permet d'obtenir vraiment des liens beaucoup plus puissants qu'un lien classique posé de manière un peu naturelle sur une page, comme on sait maintenant grâce au modèle du surfeur raisonnable que tous les liens ne sont pas égaux, n'ont pas la même puissance. Un lien qui est plein contenu transmettra 70-80% plus de jus qu'un lien qui se trouve par exemple dans le footer sur l'ensemble des pages d'un site. C'est ce que j'appelle moi d'ailleurs le carré d'or. Ici vous avez voilà, la page catégorie, des catégories principales du site qu'on a retravaillé, qui s'appelle la page qui se positionne sur le mot-clé échafaudage roulant. Et si tu peux cliquer une seule fois, voilà, moi c'est ce que j'appelle le carré d'or. C'est un endroit stratégique du point de vue calcul de pertinence sur le contenu de la page et également calcul de proximité entre les pages. C'est à cet endroit-là que vraiment un peu tout se fait, quoi. Tous les liens que vous voyez ici soulignés sont des liens qui ont été choisis après plusieurs calculs de proximité sémantique et qui ne sont pas là au hasard. Alors, pour le coup, beaucoup de clients se disent « Bon, la description dans le carré d'or, je vais mettre ça à côté, c'est pas grave, ça peut attendre, et la preuve que non. » Donc, on s'est dit, on va quand même essayer d'automatiser certains process, mais l'automatisation n'est jamais maître, en fait. Le qualitatif ne pourra certainement pas être automatisé sur des contextes aussi précis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, sur certaines pages, automatisé en dessous des silos, parce que maintenant, j'ai compris ce que c'était que les silos. Et à défaut de pouvoir les positionner directement, en fait, tout en haut, parce que d'un point de vue UX, c'est absolument horrible, on les place en pied de page. Donc, ça apporte quand même du maillage interne qui est très important, mais il faut bien expliquer aux clients, justement, que le carré d'or est à privilégier. Et c'est là où, entre le développement et l'automatisation, vient forcément l'accompagnement et le suivi avec le client, où Carole, justement, je lui ai expliqué, je dis « Écoute, il faut que tu mettes des silos. » Il m'a dit « T'es sympa, mais moi je vends des échafaudages. » Je dis « Non, non, là c'est les silos, ça s'explique comme ça sert au maillage interne, etc. » Et la conférence, elle dure une dizaine de minutes, on parle de tout et de rien, donc 10 contre 1 que le lendemain, je leur pose la question, elle a complètement zappé ce que c'est que les silos. Donc l'automatisation est sympa, elle est problématique à partir du moment où ça fait un petit peu robotique. Donc on privilégie dans tous les cas une automatisation de base. Mais voilà, donc ça c'est justement tous les silos qu'on a mis en place. Mais dans l'admin, on affiche dans la fiche produit, dans les pages catégories, la liste par exemple, dans le cas d'une fiche produit, toutes les URL des catégories à laquelle est rattaché le produit. Donc pour pouvoir automatiser ça, on lui donne toute la liste des URL, comme ça il peut les intégrer manuellement, on positionne ce bloc bien haut pour qu'elle ne puisse pas le louper. J'étais à deux doigts de mettre un alerte warning, histoire que ça lui pète bien dans les yeux, je pense qu'elle m'aurait appelé. Et pour le coup, si on renseigne son URL dans le rédactionnel de sa fiche produit ou dans la description de la catégorie, à ce moment-là, on ne la suggère plus. Et dans l'idéal, si elle a tout renseigné, au niveau des silos, on ne les affiche plus dans le pied de page, pour éviter les doublons, etc. Donc, on explique au travers de Visio qu'est-ce que c'est que les silos, pourquoi c'est important, les liens qu'il peut y avoir avec l'obfuscation. On lui met tous les messages d'information, toute la documentation avec explicatif dans l'administration du site. Et la meilleure automatisation qu'on puisse avoir, c'est pas d'afficher en bas de la page les silos, c'est de l'accompagner dans son administration à voir qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle doit faire, et ce qui lui reste à faire justement dans le rédactionnel. Donc forcément, si on doit mettre en place des silos, comme on le voyait sur les catégories, c'est au plus haut. Donc vous pouvez toujours tricher à les mettre au plus haut et à les déplacer en CSS. Mais dans l'idéal, le rédactionnel accompagnera beaucoup plus facilement, ce qu'il expliquait avec la sémantique, le poids des silos. C'est vrai qu'il y a tout un travail de transfert de compétences, d'accompagnement, de formation du client pour expliquer voilà, ce qu'on met en place, comment on l'utilise. C'est pas que tout, comme l'audit, de livrer une préco, de laisser le client se débrouiller avec. C'est vraiment ça ne pourra vraiment marcher que si c'est suivi d'un accompagnement de proximité. On va passer sur la partie contenu sémantique. Quelques règles à respecter quand on parle d'optimisation, surtout de pages catégories, plus que de pages produits. Ce qu'il arrive encore fréquemment de voir, c'est, sans
sans critiquer certains de nos confrères SEO, c'est de constater du texte au kilomètre qui est inséré via un petit accordéon, par exemple, dans le chapeau d'une catégorie. Alors ça, c'est génial, ça donne à manger à Google, c'est super, ça peut l'aider à comprendre, sauf que faire ça, ça peut modifier la compréhension de l'intention de recherche de Google. Clairement, vous êtes sur une page sur les échafaudages, si jamais je rentre 2000 mots sur l'histoire des échafaudages à travers le temps, peut-être que Google appréciera, et encore ça j'en doute, mais en tous les cas, ça ne sert pas à l'utilisateur de connaître l'histoire des échafaudages. Ce qu'il veut, c'est accéder à une liste de produits assez rapidement, etc. Donc faire attention aussi quand on parle d'optimisation sémantique, l'idée c'est pas ni de tomber dans le bourrage de mots-clés et dans la suroptimisation. Une alerte d'ailleurs importante à ce sujet, la suroptimisation c'est quoi? C'est concrètement vouloir rentrer impérativement un maximum de mots-clés importants dans le contenu. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de se faire pénaliser algorithmiquement par Google. Pourquoi? Parce que si Google, c'est très facile pour lui de voir que vous avez utilisé le mot, vous avez utilisé, je sais pas, 80 fois l'occurrence échafaudage, alors même que vos concurrents l'utilisent que 40. Donc il va se dire, ah tiens, il essaye de me berner, je vais lui mettre une petite pénalité dans les dents, il va vite comprendre. Donc ça, c'est hyper important, il faut toujours essayer de rester le plus naturel possible. Donc comme je l'ai dit aussi également, éviter tout ce qui est contenu encyclopédique, toujours avoir aussi, quand on travaille sur l'utilisation du contenu d'une page, l'UX en tête et l'intérêt de l'utilisateur avant tout. Voilà, comme c'est le point 4. Hein. Tant que ça ne nuit pas au parcours utilisateur, ça ne peut pas vraiment nuire au référencement. Ici, vous voyez un travail d'analyse, d'optimisation sémantique sur un mot-clé. Alors, je ne sais plus lequel, ça doit être échafaudage roulant, toujours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder ce qu'ont fait les concurrents, combien de mots ils ont rentré sur leur page, jusqu'à quel degré d'optimisation ils sont allés. L'idée, c'est essayer de se situer à peu près, on va dire, dans le trio de tête d'un point de vue optimisation. Donc, si on constate que le troisième, il était jusqu'à 123% d'optimisation, qu'il a utilisé tant de fois le mot-clé, on va essayer d'être juste au-dessus, sans tomber, comme je l'ai dit précédemment, sur de la suroptimisation et faire de la surenchère de mots-clés. De toute façon, ça marchera peut-être un temps, mais ça ne marchera pas à long terme. Un autre quick win, c'est l'étude de mots-clés avec un cas qui viendra un petit peu plus tard. Si c'est celui-là, mon client, jusqu'à très peu de temps, si tu peux juste... sur sa homepage, il a eu la très bonne idée, ce qui est génial d'ailleurs, je trouve, d'intégrer directement des PDF fournis par ses... Alors je ne sais pas si c'est lui qui les produit ou si c'est ses fournisseurs, des PDF promotionnels avec des catalogues, des promos et tout directement sur sa page. J'ai dit, bon écoutez, c'est une super idée. Par contre, moi j'ai remarqué en faisant une étude de mots-clés qu'il y avait quelques mots-clés sur lesquels vous pourriez faire du trafic qui sont liés justement au contenu que vous mettez en avant sur votre site, mais qui ne vous permettent pas actuellement de générer du trafic. Si tu veux juste cliquer encore une seule fois, là on va voir les quelques mots-clés. Alors c'est pas un trafic mirobolant, hein, attention. Bon, les petites rivières font les grands fleuves en SEO. Donc là, on voyait concrètement qu'il y avait 170 recherches par mois sur TubeSK Catalogue, qui est le premier catalogue qu'on voit sur l'image à gauche. Qu'est-ce que j'ai recommandé à mon client? Je lui ai dit, bon bah voilà, l'idée ce serait bien de créer une nouvelle page. Dans cette page, on va insérer le catalogue qui pourra être téléchargeable en PDF, donc on répond exactement à la même intention de l'utilisateur. Et en plus de ça, on pourra même intégrer directement une liste de produits tirés du site en relation avec ce catalogue. Donc on en gagne sur tous les plans, on a créé un nouveau levier de trafic organique, et en plus de ça, on va pouvoir, pourquoi pas, transformer avec un plus d'efficacité les prospects qui arrivent sur cette page en clients. Les données structurées, j'en ai parlé en préambule de cette conférence. C'est un des quick wins que je vous encourage à mettre en place sur tous vos sites, les sites de vos clients. Et je vous encourage surtout à utiliser ChatGPT. Alors ChatGPT, c'est bien pour rédiger du contenu. Ça fait faire des choses formidables. Moi, je l'utilise beaucoup comme aide pour créer du JSON à intégrer directement dans le site. Si tu peux juste cliquer une petite fois. Voilà, ici on voit un JSON qui a été généré par ChatGPT et qui, juste en faisant un petit prompt de 3-4 lignes, en expliquant ce qu'on cherche à faire,
lui-même va nous proposer en plus une imbrication. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le JSON, le schéma de Google. On a en fait des entités de données structurées qui peuvent être imbriquées les unes dans les autres. Et donc, ce que m'a spontanément proposé ChatGPT, c'était d'imbriquer plusieurs types de données dans ce script. Et alors non seulement il va vous donner des idées justement là-dessus, mais en plus de ça, alors moi qui ne suis pas développeur, même si j'en fais un petit peu, je fais un peu de PHP, il suffit de faire une petite erreur de virgule ou une accolade ou un espace en trop pour que ça génère une erreur. Et là, même pour faire du debug, ChatGPT c'est génial pour faire la donnée structurée. Voilà, et également pour combiner les données entre elles. Voilà, c'était le dernier slide de cette présentation. Je pense qu'on a été un peu rapide. Ouais, il reste 9, 34, 33, 32. Dépêchez-vous pour les questions. Ah, il y a une question tout au bout. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir comment vous gérez l'obfuscation sur les menus. Est-ce que vous avez développé un module spécifique? Est-ce que vous en faites? Enfin, l'obfuscation avec du Sionic, du coup. J'ai le droit de dire oui, du coup. Alors, on a effectivement fait un module d'obfuscation qui permet de gérer les sous-menus selon le contexte de page et selon un tag HTML, un ID, une classe, donc un zoning en fait. Et on a une interface d'administration qui permet donc justement, David travaille dessus. On détermine l'URL, le contrôleur en fait sur lequel on n'obfusque pas ce lien-là. Donc là, dans ce cas-là, ça va être, je sais pas, je mets une URL du panier, je mets pas sur index, ça va tout obfusquer sauf sur index. Et dans le cas d'un sous-menu, je vais identifier en fait le parent HTML du menu et je vais repérer le lien. Donc je vais lui dire, par exemple, ça s'appelle menu principal. Donc je vais juste taper menu-principal dans mon zoning et automatiquement le module il va détecter que sur toutes les pages qui sont autorisées, dans menu principal, si ce lien-là apparaît, alors on l'obfusque. Et on est en train d'ajouter là justement l'autre problématique, c'est dans les CMS et dans le contenu d'une fiche produit, le client forcément il va mettre un lien qui est complètement éclaté au sol d'un point de vue SEO. Donc ajouter dans TinyMCE, donc quand on sélectionne une URL à obfusquer, on clique sur un bouton et ça obfusque automatiquement le lien en fait. Le hook par contre de PrestaShop reste exactement le même. En fait, peu importe l'endroit, parce que nous on va se baser sur le hook HTML output before, alors je me souviens plus exactement du nom. Et donc à partir de là, peu importe la page, et on a quand même eu le cas avec des modules de cache et des thèmes, j'ai envie de dire, qui justement, on a eu beaucoup de difficultés à faire de l'obfuscation, donc on a créé nous-mêmes dans le module notre propre hook, et en fait, on override un module de menu, on fait passer à la moulinette du module d'obfuscation, et il renvoie tout le menu obfusqué, etc. Et donc, et également, on peut détecter le zoning au travers de l'override. Une autre question? Là-haut, faut que je monte. Allez, je laisse pas. Merci pour la présentation. J'avais une question également sur l'obfuscation. Je me disais, une question liée à l'accessibilité justement, parce que si je suis malvoyant, que j'utilise un lecteur d'écran, si j'ai un lien qui est obfusqué, j'y ai pas vraiment accès, d'autant plus si le lien est obfusqué sur tout le site. C'est-à-dire que j'ai aucune découvrabilité sur la page. Donc, est-ce que c'est actuellement la meilleure méthode qu'on a pour ce genre de choses? Et si oui, est-ce que vous pensez que dans l'avenir, Google nous donnera des outils pour faire les choses mieux et garder un HTML sémantique? Sauf si je dis peut-être une ânerie, mais je vois pas de différence, moi, fondamentale entre l'accessibilité d'un lien non obfusqué et celle d'un lien obfusqué. Enfin... Alors, au niveau de l'obfuscation aussi, du coup... Dans tous les cas, on préserve l'absolue intégralité de tout ce qui est HTML, sauf le A et le href. Donc, tous les items propres, tous les attributs sont intégralement préservés. Et après, au niveau de Google, non, en fait, au niveau de l'accessibilité, il n'y a pas de détection comme quoi que c'est un lien, en fait. Par contre, au regard de Google, ça passe, ça fait des années que ça passe, donc
J'ai bon espoir que ça continue quand même bien longtemps et ça reste une technique qui est quand même vachement utilisée finalement et qui est très efficace. L'autre technique, c'est le clocking. Peut-être que ça répondrait au... Non, pas du tout, d'un point de vue accessibilité. Si, parce que... Oui, il répondrait du coup l'accessibilité, mais c'est peut-être un peu plus lourd à mettre en place. Et pas des fois possible sur... Alors, il y a autre chose qu'on peut faire aussi au niveau du silo, surtout si on utilise un module, c'est les groupes clients. Donc, dans ce cas-là, on réduit quand même l'impact où on va dire tout simplement, ben voilà, j'ai mon module d'obfuscation qui va obfusquer les liens, etc. Mais je l'active que pour le groupe invité. Et comme ça, je sais que tout le reste des groupes clients n'auront pas d'obfuscation. Et comme Google, je ne pense pas qu'ils s'inscrivent sur vos sites internet, il n'y aura pas de problème là-dessus. Le bon compromis, peut-être, si on veut vraiment maintenir l'accessibilité à tout prix, c'est de conserver les liens tels quels. Et par contre, être très appliqué, très attentif sur le maillage interne tel que je l'ai montré, avec un maillage interne vraiment optimisé en soufflerie sur les principales pages catégories, avoir une vraie verticalité dans les silos, ça aidera beaucoup. Alors, ça ne permettra peut-être pas d'avoir les mêmes gains qu'avec une obfuscation, mais ça répondra, je pense, à peu près aux deux. Je voulais juste du coup réagir sur cet aspect justement de l'obfuscation et de l'accessibilité, puisque c'est un point qu'on a soulevé il n'y a pas très longtemps, nous, de notre côté. Et donc, on utilise une astuce qui consiste à reconstituer le lien HTML avec son A et son href, mais sur la base d'un événement qui n'est pas simulé par le crawler. Donc, il s'agit de simuler un événement utilisateur des types mouseMove associé au document, mouseEnter ou focus, qui va réécrire le lien original avec son A et son href, et on récupère ainsi l'accessibilité du lien. C'est très malin. D'ailleurs, dans la même idée, en fait, ça c'est plus des tests que j'avais fait de mon côté. On peut aussi détecter les bots. Donc, je suis arrivé à détecter donc, des bots Google, GTmetrix, etc. Et en fait, ils se prennent l'obfuscation. En fait, je suis allé plus loin parce que du coup, j'avais testé en leur disant, je leur file aucun avis vérifié, aucun chat, etc. Mais en termes UX, c'est pas forcément révélateur, mais c'est également une idée la détection de bots. D'ailleurs, il y a des outils dans Presta pour ça, qui permettent de dire, bon ben voilà, si c'est un bot, j'obfusque, sinon j'obfusque pas en fait. Ouais, effectivement, ça pourrait être une bonne stratégie aussi. Ouais. Oui, bonjour. J'avais juste une question. Dans Google, il prévoit la balise noIndex. Pourquoi pas utiliser ça? Enfin, je veux dire, quel est le choix de faire nofollow ou noindex? Ouais. Alors déjà, la règle qui ignorait, enfin la bonne pratique qui ignorait par beaucoup de gens, on ne met pas de nofollow en interne sur un site, jamais. Voilà, c'est à mettre en noir sur blanc sur son frigo. Qu'est-ce que ça veut dire nofollow Google? Ça veut dire je ne fais pas confiance à cette page, ne la suis pas. Quand c'est une de ses propres pages de son site, quand bien même ce serait le panier, ce que je constate d'ailleurs souvent, un nofollow sur le panier, il ne faut absolument pas le faire. C'est en fait, quand on regarde, on décrypte les algorithmes de Google, c'est équivalent à une téléportation du bot qui arrive sur votre page. Donc si vous vendez des échafaudages, il y a de fortes chances qu'il se retrouve au Pérou, chez un éleveur de lamas. Le temps qu'il revienne jusqu'à votre site, il va se passer beaucoup de temps. Donc voilà, c'est à proscrire absolument. Et la partie noindex, c'est un peu contre-productif parce que noindex, ça veut dire n'intègre pas cette page en fait dans tes résultats. Et du coup, c'est une page qui ne créera pas de trafic. Je vais juste compléter là sur le nofollow ce que tu disais, David. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le principe de Google n'a pas changé depuis 1998, c'est le PageRank dont tu as très bien parlé. Le PageRank, la somme de tous les PageRank de tous les sites du monde entier est égale à 1. Il n'augmente pas. On se partage tous le même PageRank. Quand on fait un lien nofollow, le PageRank qu'on a durement acquis en faisant des liens de manière besogneuse, on le rend à Internet. Gardez-le chez vous, ne faites pas de nofollow. Il reste combien de temps? Il reste une minute. Il reste une petite question. Une minute, il y a quelqu'un qui a le temps, à mon avis, d'aller chercher un café. Hein. Aucune pitié, il faut que je pense monter les escaliers. On aurait peut-être dû faire une conf sur l'obfuscation, finalement. Pourtant, ça, j'avais compris à l'époque, hein, tu vois, alors que les stylos, pas du tout, il n'y a pas de question. Est-ce que ça reste une bonne pratique, justement, en CSS, de modifier peut-être la taille du H1 ou mettre en backpage le texte
avec un float. Ah, le CSS Flex, c'est ça? Voilà, le fait de mettre le texte en haut et en CSS le placer en bas, ou alors de diminuer la taille du H1 justement pour qu'il soit moins voyant. Est-ce que ça reste une bonne pratique ou non aujourd'hui, vu que voilà, vous avez parlé de l'importance des liens, le fait que ce soit contrasté, etc. Donc il y a finalement le visuel avec le CSS du coup qui est interprété par Google. Voilà. Est-ce que ça reste une bonne pratique ou pas? Alors là, dans le cadre en fait où, alors peut-être j'avais pas bien expliqué, en fait c'est les silos qu'on cherche à placer le plus haut possible, et une fois que la page en gros est chargée, en CSS on le redescend. Dans tous les cas, le carré d'or, comme l'expliquait David, c'est très important là-dessus. Et alors moi par contre j'ai jamais eu d'impact sur le fait de réduire un H1 ou un truc comme ça, et je les déplace pas dans la page. J'ai cru comprendre qu'il y a de temps en temps des petits soucis d'interprétation du navigateur ou de cross-compatibilité entre navigateurs sur le CSS Flex. Peut-être que c'est plus trop le cas. Donc je pense que c'est toujours recommandé, mais c'est pas toujours simple. On peut avoir des exceptions, des petits bugs d'affichage qui arrivent. Ça évite aussi je pense, quitte à vouloir mettre, je sais pas, 300-400 mots en une page catégorie, justement de trop nuire au parcours utilisateur. Donc ça reste une bonne idée. Quant à la taille du H1, moi je ne vois pas d'inconvénient. Voilà, tant que c'est pas non plus un H1 dissimulé en 2 pixels sur 2 quelque part dans la page. Donc non, je vois pas de problème à ça. Et puis toujours respecter du coup la hiérarchie du maillage, etc. que David a expliqué sur un slide. Par contre, pour la taille des liens, ça a aussi une importance. Hein. C'est en fait, on a une liste de critères qui vont venir ajouter un petit bonus on va dire au poids, au jus distribué par un lien en interne. Donc forcément, c'est ce que j'ai appris d'ailleurs il y a pas longtemps en regardant un petit peu le brevet déposé par Google, c'est qu'un lien posé sur un titre a un peu plus d'importance qu'un lien qui ne l'est pas. Parce que comme il est plus grand, il y a une plus forte probabilité qu'un utilisateur clique dessus. Il y a encore des questions. Alors combien on parie sur l'obfuscation? Et de 5. Moi, c'est la question comment vous gérez par rapport au mobile. Forcément, la taille d'écran est plus petite. Quand on met du contenu sur une description, par exemple, comme vous le mettez là, il se peut que selon la longueur du texte, ça prenne finalement toute la hauteur de l'écran et qu'on ne voit pas le listing produit. Ou quand on est dans une fiche produit, le fil d'Ariane, par exemple, qui peut très vite prendre 1, 2, 3 lignes. On vient prendre très rapidement pas mal de hauteur. Comment vous gérez ce contexte-là par rapport au format mobile? Le flex, du coup, il y a le flex. Ouais. Il peut y avoir aussi un accordéon qui a un comportement adapté sur mobile, dans une feuille, je sais pas, responsive.css. On va lui dire, par défaut, cache l'accordéon au lieu d'afficher les X premières lignes. C'est un détail d'ailleurs où même quand on fait de l'obfuscation, il faut avoir aussi un contrôle là-dessus parce que ça peut bouger donc et sur desktop et sur mobile. Donc forcément, on inclut systématiquement, on a une interface qui permet dans l'admin de taper du CSS qu'on compresse pour quand même garder des perfs et qui va permettre d'interagir justement sur tout ce qu'on a modifié au niveau de l'obfuscation, au niveau des positions, et donc d'avoir un travail là-dessus en fait. Alors, sur la partie siloisation, vous n'avez pas forcément parlé du travail que vous avez mis en place sur cette partie-là. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus sur la stratégie échafaudage, étant donné qu'il y a peut-être beaucoup de termes techniques? Quelle a été votre réflexion sur cette partie-là, siloisation? Et pour toute l'étanchéité, on comprend l'obfuscation, d'accord? Mais en termes de sémantique, vous avez fait quoi? Alors, déjà, en fait, dans le module de silo, on a également laissé le choix dans les réglages, déjà de déterminer quelles sont les catégories sur lesquelles on veut aucun silo, quelles sont les catégories qu'on n'affiche pas dans le silo. Est-ce qu'on affiche le nombre de produits? Oui, non, parce que ça peut être aussi mis en place comme le module, en fait, on a sur le côté, là, dans les sidebars, avec les listes des produits. On peut également se positionner ici, ce qui est pas mal comme position. Et après, donc, il y a toujours la main pour donner le conseil du client. Et après, comme ça fait des liens vers des catégories, on a la possibilité, alors là, via d'autres systèmes, de pouvoir remplacer le texte du silo, en fait, qui pointera toujours vers du coup, la catégorie en question, en fait. Il y a aussi plusieurs stratégies d'obfuscation, si on parle du menu, parce que c'est souvent le point de départ un petit peu
l'étanchéification du silo. C'est soit une obfuscation qu'on va dire contextuelle, on va conserver le contexte de navigation. Par exemple, je suis sur une sous-catégorie d'échafaudage, je conserve bien mes liens sur ma catégorie d'échafaudage, je cache tous les autres. Il y en a qui sont un petit peu plus radicaux que ça, qui vont en fait obfusquer tout le temps la navigation, sauf sur la homepage, de sorte que Google puisse quand même crawler l'ensemble des liens de la navigation, mais je les cache sur l'ensemble du site et du coup je garde uniquement les liens internes, je me focus sur la partie haute du code. Après, il faut savoir que si on donne la main au client pour changer le nom donc des liens en fait en eux-mêmes qui vont pointer vers les catégories, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, elle va pas le faire. Et elle va taper n'importe quoi sinon. Ou alors il y a un accompagnement pour lui expliquer voilà la pertinence, et donc c'est là qu'on rejoint toute la partie en fait accompagnement et formation pour qu'elle comprenne et qu'elle mette en œuvre justement les conseils qu'on va lui apporter à ce niveau-là. Je crois que ça clignote là, Cyril, je crois qu'il faut absolument qu'on arrête de parler. Ah ouais. Une dernière question alors. Merci, c'était vachement bien. J'ai appris plein de trucs sur le SEO, c'était vachement bien. Bon, par contre, j'en parle encore avec Thomas de Profiléo tout à l'heure. Le SEO est mort, on le sait tous. Puis là, avec l'IA, comment vous intégrez l'IA dans le SEO, vous? On l'avait pas vu venir, celle-là, certainement. Alors, je ne sais pas si je suis très objectif sur l'IA, parce que moi, je suis pas non plus fervent de l'IA à tout prix, surtout au sens un peu bête, où je vais demander un contenu à l'IA, je vais l'intégrer tel quel. Moi, je l'utilise beaucoup sur la partie commerce pour faire la reformulation de texte, plutôt quitte à avoir, par exemple, un contenu fournisseur qu'on retrouve sur l'ensemble des sites du marché. Je vais le reformuler, je vais faire une petite passe un peu humaine dessus pour avoir un contenu qui ne ressemble pas non plus aux autres, mais qui va dire la même chose. Donc c'est une des bonnes pratiques que je vois. Pour le reste, bon, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut utiliser. La partie génération d'idées pour un blog, création de cocon aussi, c'est un vrai assistant à la création de cocon sémantique. Moi, le seul truc que je mettrais quand même contre tout ce qui est ChatGPT, etc., c'est qu'il a aucun humour, aucune imagination. Et j'avais une fois rédigé un article de blog qui parlait du multilingue de PrestaShop, et j'ai dit très ouvertement, c'est complètement pourri, vous allez avoir plein de problèmes, etc. Et j'ai ressorti plein de vannes derrière. Et en fait, l'article a eu pas mal d'impact, en fait. Et quand j'ai fait des tests de génération de contenu, donc dans des fiches produits, des catégories, des blocs HTML avec ChatGPT, bah ouais, ok, il y a du texte, mais vous passerez l'expression, c'est chiant en fait. Donc, et il n'a pas forcément, on est obligé de lui préciser tout ce qu'il doit y avoir comme lien, etc. Mais quand je lis ça, ça me percute pas en fait. Donc, et en plus, je lui ai demandé, ben voilà, ChatGPT, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'échafaudage roulant, tel modèle, etc. Bah, il va pas me dire finalement est-ce qu'il est résistant, est-ce que j'ai pas besoin d'acheter un autre truc à côté pour l'entretenir. Il y a tout un contexte qu'il va pas savoir développer, faute d'imagination, d'idées, d'humour en fait. Donc et voilà. J'ai essayé de l'entraîner à de l'humour et bah, c'est pas terrible en fait. Et pourtant tout ça a un impact en fait sur quand vous lisez un article, est-ce qu'il vous a fait rire, est-ce qu'il vous a plu, est-ce qu'il vous donne envie d'aller plus loin. Donc sur tout ce contenu là finalement l'IA elle est pas encore là. Et puis il y a un danger, si je pense, avec l'IA, c'est sur la mauvaise utilisation de l'IA, qui est que on arrive aujourd'hui, alors déjà dans une surenchère de mots-clés, qu'on constate d'ailleurs aussi sur peut-être les problèmes de crawlabilité de Google, d'indexation, mais on a une espèce de consanguinité sémantique sur certaines thématiques. On voit que tout le monde y est allé à cœur joie sur ChatGPT pour générer de magnifiques textes très insipides de 4000 mots, mais au final, est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce contenu? Je pense pas, même si Google a du mal à départager un contenu humain d'un contenu IA. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à le faire. Mais je pense qu'il faut toujours avoir un focus utilisateur. Il faut être user-centric, se dire est-ce que mon contenu vraiment répond à l'intention de l'utilisateur? Et deux, est-ce qu'avec ce contenu, je mérite de figurer dans les premières positions de Google? Si vous arrivez à répondre à cette question, c'est que vous méritez entièrement votre place. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage vraiment déjà à ajouter des choses qui peuvent... des vidéos, je sais pas, de belles images, tout ce qui va permettre de contribuer d'améliorer l'expérience utilisateur sur la page. On va s'arrêter là, mais merci beaucoup.